Ce que Benjamin appelle l'élimination de l'indicible n'est rien d'autre que la concentration du langage sur le particulier, le renoncement à poser immédiatement ces universaux comme vérité métaphysique. La tension dialectique entre la métaphysique du langage de Benjamin, objectivité à l'extrême, et, dans cette mesure universaliste, est une formulation qui concorde presque mot pour mot avec celle devenue célèbre de Wittgenstein, publiée du reste 5 ans plus tard et inconnue de Benjamin. Peut être transposée à l'art avec naturellement cette précision décisive que l'ascétisme ontologique du langage est la seule voie permettant toutefois de dire l'indicible. Dans l'art, les universaux possèdent leur forme maximum lorsqu'ils sont le plus proches du langage. Quelque chose dit qui, en étant dit, dépasse son liquide et neutre. Mais l'art ne réussit cette transcendance qu'en vertu de sa tendance à la particularisation radicale, du fait qu'il ne dit rien que ce qu'il peut dire grâce à sa totale élaboration dans un processus immanent. Le moment de ressemblance de l'art avec le langage constitue son aspect mimétique. Il ne devient universellement éloquent que dans le mouvement spécifique, lorsqu'il s'éloigne de l'universel. Le paradoxe qui fait que l'art le dise, et pourtant ne le dise pas à profondément, le fait que cet élément mimétique par lequel il le dit s'oppose en même temps au dire comme opacité et particularité. Du concept de style. Les conventions, dans l'état de leur équilibre avec le sujet, aussi instable soit-il, s'appellent style. Le concept de style se réfère aussi bien au moment d'ensemble par lequel l'art devient langage. La substance de tout langage dans l'art constitue son style. Qu'aux entraves qu'ils allaient de pair avec la particularisation. Les styles ont connu leur déclin dès que cette paix fut dénoncée comme illusion. Ce qu'il faut regretter, ce n'est pas que l'art renonce au style, mais que sous l'emprise de son autorité, il simule les styles. Toute l'absence de style au XIXe siècle se ramène à cela. L'affliction qui accompagne la perte des styles et qui n'est le plus souvent en fait qu'une impuissance à l'individuation provient objectivement de ce qu'après la dissolution du caractère obligatoire collectif de l'art, ou bien celle de son apparence, car l'universalité de l'art véhicule toujours des caractères de classe, et était dans cette mesure particulière. Les œuvres furent structurées de manière aussi peu radicale que les premières automobiles qui provenaient du modèle des chaises à porteurs, et les anciennes photographies tiraient des portraits. Le canon transmis par la tradition est démonté. Les œuvres produites dans la liberté ne peuvent s'épanouir sous la constante servitude sociale dont elles portent les marques, mais lorsqu'on se risque à les créer. Mais dans la copie de style, un des phénomènes esthétiques typiques au XIXe siècle, on aura à chercher cet élément spécifiquement bourgeois qui promet la liberté et en même temps l'empêche. Tout doit être disponible sous la main, mais régresse en répétition du disponible qui ne l'est pas du tout. En vérité, l'art bourgeois, en tant que logiquement autonome, ne devrait pas être associé à l'idée pré-bourgeoise de style. Le fait qu'il se ferme radicalement à cette logique exprime l'antinomie de la liberté bourgeoise elle-même. Il finit en l'absence de style, en quelque chose à quoi, selon la réflexion de Brecht, on ne peut se tenir et où n'existe même pas, sous la contrainte du marché et de l'adaptation, la possibilité de réaliser librement de soi-même quelque chose d'authentique. C'est pourquoi l'on fait appel à ce qui a déjà été condamné. Les rangées d'immeubles victoriens qui enlaidissent la ville de Baden-Baden sont des parodies de la villa jusque dans les quartiers insalubres. Cependant, les dévastations que l'on attribue à l'époque dépourvues de style et que l'on critique sur le plan esthétique ne sont pas du tout l'expression d'un esprit du temps kitsch, mais des produits d'un élément extra-esthétique, de la fausse rationalité, de l'industrie gouvernée par le profit, tandis que le capital mobilise à ses fins ce qui lui semble être les moments irrationnels de l'art. Il détruit celui-ci. La rationalité et l'irrationalité esthétique sont dans la même mesure mutilées par la malédiction de la société. La critique du style est évincée par son fantasme polémico-romantique. Si l'on continue de l'exercer, elle rejoint bien l'ensemble de l'art traditionnel. Les artistes authentiques comme Schoenberg ont violemment protesté contre le concept de style. Pour lui, dénoncer ce concept est un critère de modernisme. Le concept de style ne rendit jamais compte immédiatement de la qualité des œuvres. Celles qui semblent représenter le plus exactement leur style ont toujours réglé leur conflit avec lui. Le style lui-même était l'unité du style et sa suspension. Toute œuvre est un champ de force, même dans son rapport au style, même encore dans le modernisme, derrière le dos duquel, et justement lorsqu'il refusait la volonté de style, quelque chose qui ressemblait à du style se constituait sous la contrainte de l'élaboration. Plus les œuvres possèdent d'ambition, plus elles résolvent énergiquement le conflit, même si c'est en renonçant à cette réussite dans laquelle par ailleurs elles flairent l'affirmation. Sans doute,
Le style ne se laisse-t-il après coup transfigurer que parce qu'en dépit de ses traits répressifs, il n'était pas simplement imprimé de l'extérieur dans les œuvres, mais leur était dans une certaine mesure substantiel, comme le disait volontiers Hegel à propos de l'Antiquité. Le style imprègne l'œuvre d'art de quelque chose qui ressemble à l'esprit objectif. Il a même fait ressortir les moments de spécification et les a exigés pour sa propre réalisation. Dans des périodes où cet esprit objectif n'était pas complètement orienté et où il n'organisait pas complètement les spontanéités de jadis, le style avait même du bon. La forme totalement dynamique en soi de la sonate était constitutive pour l'art objectif de Beethoven, ainsi que le style absolutiste tardif du classicisme viennois, qui ne se constitua que grâce à la manière dont Beethoven l'a eu complètement élaboré. Rien de semblable n'est plus possible. Le style tue. En revanche, on fait appel uniformément au concept de chaotique, qui généralement se contente de projeter sur la chose l'incapacité à suivre sa logique spécifique. Il est étonnant de voir avec quelle régularité les invectives contre l'art moderne s'associent fréquemment à un manque de compréhension facile à déterminer, souvent même à un manque de connaissance des plus sommaires. Le caractère obligatoire des styles comme reflet du caractère de coercition de la société, que l'humanité s'efforce d'ébranler par intermittence et par une réaction sans cesse menaçante et irrémédiablement percée à jour. On ne peut concevoir de style obligatoire sans la structure objective d'une société close et donc répressive. Le concept de style ne doit à la rigueur être appliqué aux œuvres d'art particulières qu'en tant que totalité de ses aspects linguistiques. L'œuvre, qui n'appartient à aucun style, doit posséder son style, ou comme le disait Berg, son ton. Il est d'ailleurs indéniable que dans l'évolution contemporaine, toutes les œuvres totalement laborées se rapprochent les unes des autres. Ce que l'histoire académique appelle le style personnel régresse. S'il veut par la contestation se maintenir en vie, il se heurte presque immanquablement à la légalité immanente de l'œuvre particulière. La parfaite négation du style paraît se convertir en style. Cependant, la découverte de traits conformistes dans le non-conformisme est entre-temps devenue un lieu commun, pour la raison unique que la mauvaise conscience du conformisme se trouve un alibi dans le fait qu'elle cherche autre chose. La dialectique du particulier de l'universel n'en est pas moins diminuée. Le fait que dans les œuvres d'art avancées de manière nominaliste réapparaît de temps à autre un élément universel et conventionnel n'est pas une faute, mais la conséquence de leur caractère de langage. Celui-ci engendre progressivement un vocabulaire dans la monade sans fenêtre. Ainsi, d'après les indications de Mautz, la poésie expressionniste utilise certaines conventions de valeur, de couleur, qu'il est possible d'identifier également dans l'ouvrage de Kandinsky. L'expression antithèse la plus vive de l'universalité abstraite peut, pour pouvoir parler, comme l'exige son concept, avoir besoin de telles conventions. Si elle insistait sur le point de mouvement absolu, elle ne pourrait définir celui-ci autant que si elle s'exprimait à partir de l'œuvre d'art. Si dans toutes les formes d'expression esthétique, l'expressionnisme, contrairement à son principe, utilisait quelque chose qui ressemblait à du style, ce n'était pour ses représentants subalternes qu'une manière de s'adapter au marché. Sinon, tout cela était une conséquence de ce principe. Pour se réaliser, celui-ci doit accepter des aspects de ce qui dépasse le taux d'éti et en retour empêche ainsi sa réalisation. Le progrès de l'art, la foi naïve dans le style va de pair avec la rancune contre le concept de progrès de l'art. Les raisonnements philosophico-culturels insensibles aux tendances immanentes qui poussent au radicalisme artistique s'appuient habituellement sagement sur le fait que le concept de progrès se dépasse lui-même. Cette conception est un médiocre reliquat du XIXe siècle. Cela leur confère l'apparence d'une supériorité intellectuelle sur la dépendance des artistes avant-gardistes à l'égard de la technologie, ainsi qu'un effet démagogique. Ils accordent la bénédiction intellectuelle à l'anti-intellectualisme ambiant qui dégénère en industrie culturelle et est entretenu par elle. Cependant, le caractère idéologique de tels efforts ne dispense pas de la réflexion sur le rapport de l'art au progrès. En art, le concept de progrès n'est pas aussi continu que vous le savez, Hegel et Marx, qu'il est pour les forces productives techniques. L'art est très profondément imbriqué dans le mouvement historique des antagonismes croissants. Il y a en lui autant et aussi peu de progrès que dans la société. L'esthétique de Hegel souffre surtout de ce que, oscillant comme dans l'ensemble du système, entre la pensée invariante et la pensée dialectique sans fin, elle a compris comme aucune autre avant elle
le moment historique de l'art en tant que moment du déploiement de la vérité, mais a cependant, malgré cela, conservé le canon de l'Antiquité. Au lieu de transplanter la dialectique dans le progrès artistique, Hegel l'a freiné. Pour lui, l'art était éphémère, bien plus que ne l'étaient ses formes prototypiques. 100 ans plus tard, dans les pays communistes, les conséquences en furent incalculables. Leur théorie réactionnaire de l'art se nourrit, non sans quelque assistance de Marx, classicisme hegelien. Le fait que, selon Hegel, l'art a dû être un jour le degré adéquat de l'esprit et ne l'est plus traduit la confiance au progrès réel dans la conscience de la liberté, confiance qui fut amèrement déçue. Si le théorème hegelien de l'art comme conscience des malheurs est valable, il n'est pas non plus suranné. En effet, la fin de l'art, pronostiquée dans les 150 ans, n'est pas intervenue. On cessa d'exploiter purement et simplement quelque chose de déjà condamné. La qualité des productions les plus importantes de l'époque, et à plus forte raison des œuvres accusées de décadence, ne peut être discutée avec ceux qui, de l'extérieur, et donc d'en bas, aimeraient l'annuler. Même le réductionnisme extrême de l'art lui-même a la conscience des malheurs. Le geste de son mutisme et de sa disparition continue de se mouvoir dans une sorte de différentiel. C'est parce qu'il n'existe aucun progrès dans le monde qu'il en existe un dans l'art. Il faut continuer. Certes, l'art reste impliqué dans ce que Hegel appelait l'esprit du monde et en partage la faute, mais il ne pourrait échapper à cette culpabilité qu'en se supprimant. Il prêterait alors son concours à la domination sans langage et céderait ainsi la place à la barbarie. Les œuvres qui veulent se débarrasser de leur culpabilité s'affaiblissent en tant qu'œuvres d'art. Si l'on réduisait l'esprit du monde uniquement au concept de domination, on se ferait à nouveau et trop fidèlement l'écho de son univocité. Les œuvres d'art, qui dans de nombreuses phases d'une libération qui dépasse l'instant historique, s'accordent fraternellement avec l'esprit du monde, lui doivent leur souffle, leur vigueur, tout ce par quoi elles vont au-delà de l'après, toujours semblable. Dans le sujet qui s'éveille ainsi dans ses œuvres, la nature se ressaisit et l'esprit historique lui-même prend part à cet éveil. Autant tout progrès de l'art doit être vraiment confronté à son contenu de vérité, aucun ne doit être fétichisé. Autant la distinction entre un bon progrès en tant que modéré et un mauvais progrès comme progrès non maîtrisé serait pitoyable. La nature opprimée se manifeste habituellement plus purement dans les œuvres accusées d'être artificielles qui progressent à l'extrême, d'après le stade des forces productives techniques, que dans les œuvres prudentes dont les partis pris en faveur de la nature sont aussi proches de la domination de la nature que l'ami des forêts l'est de la chasse. Un progrès de l'art n'est ni à proclamer ni à nier. Une œuvre ultérieure pourrait bien se comparer au contenu de vérité des derniers quatuors de Beethoven, sans pouvoir les remplacer par son matériau, son esprit et ses procédures techniques, fut-elle composée avec le plus grand talent.